Systémique est un podcast qui parle de transformation durable. Notre objectif est de partager des expériences d'incitateurs de la transformation durable et de transmettre leurs bonnes pratiques. Systémique vous est proposé par VTED, la marketplace des solutions vérifiées durables. Mon objectif, en fait, c'est vraiment de montrer en quoi les directions achats ont un rôle clé à jouer pour servir une stratégie RSE d'une entreprise ou RSO d'une organisation. Et aussi montrer que les achats ont un rôle clé à jouer pour justement trouver de nouveaux modèles économiques pour les entreprises. En effet, quand on dépense entre 50 et 60% de son chiffre d'affaires, on comprend le rôle clé que jouent les achats dans le changement de travailler, de vivre l'économie au quotidien. C'est donc un rôle opérationnel et en fait la stratégie RSE, au moyen justement de levier opérationnel, pour moi, fait partie intégrante de la durabilité, de la rentabilité et du positionnement concurrentiel d'une entreprise. Mais comme c'est la finance qui drive le monde, c'est important aussi qu'en tant qu'acheteur, on puisse travailler de façon étroite avec la finance et s'en faire des alliés. Les acheteurs, en fait, jouent un rôle vraiment pivot entre l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Donc les parties prenantes internes, ce sont leurs clients internes, la direction RSE quand il y en a une, la finance, j'en parlais tout à l'heure, la direction juridique, la direction R&D, et les parties prenantes externes que sont les fournisseurs. Et donc, dans ce sens, les acheteurs doivent embarquer, tout en restant humbles, doivent embarquer en fait les parties prenantes pour ensemble essayer d'aller dans la même direction. Du coup, moi, je prône beaucoup des relations beaucoup plus constructives et collaboratives avec les fournisseurs. De toute façon, on doit faire face ensemble aux mêmes enjeux. D'où l'intérêt, en fait, de s'appuyer sur ces fournisseurs qui, il ne faut pas l'oublier, sont quand même les experts soit du produit ou de la prestation qu'ils vous vendent. D'où l'intérêt, en fait, vraiment de travailler avec eux en étroite collaboration. Ce que je trouve intéressant, justement, le challenge pour les acheteurs, c'est de trouver, en fait, la nouvelle façon de gérer les chaînes d'approvisionnement. Il est vrai que la pandémie qu'on a connue depuis 3 ans maintenant a forcément bouleverser pas mal de choses, bouleverser les processus de production et de chaînes d'approvisionnement. Et toute la pression sur les ressources, la raréfication qu'on a sur les ressources aujourd'hui, liée aussi au conflit en Ukraine, fait qu'il faut vraiment repenser son besoin, repenser sa façon d'acheter, faire appel à d'autres leviers que sont par exemple l'économie circulaire, ou l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va aller acheter une prestation de service plutôt qu'un produit. L'autre point que je voulais souligner, c'est qu'en fait, il est vraiment important de comprendre qu'il faut passer d'une économie extractive et prédatrice des ressources à une économie régénératrice, du vivant et des ressources. Et c'est pour ça que j'estime que les achats, les directions achats ont un rôle clé à jouer. Je le disais tout à l'heure, repenser son besoin, c'est est-ce que j'ai besoin d'acheter, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter et en quelle quantité, à qui j'ai besoin d'acheter, où est-ce qu'il faut que j'achète et comment j'achète. Voilà, donc c'est amener l'acheteur en fait à se poser des questions assez simples, assez basiques, et à intégrer les enjeux RSE dans l'ensemble du processus achat. L'autre point important aussi, c'est que l'acheteur, en fait, au regard de ce qu'il achète, se pose la question de quels sont justement ce qu'on appelle les risques, mais aussi les opportunités liées à ce qu'il achète.
Quand je parle de risque, historiquement, l'acheteur a toujours intégré les risques financiers, les risques d'économie, de dépendance économique, les risques de non-qualité, de délai d'approvisionnement. Et aujourd'hui, l'enjeu est en fait d'intégrer ce qu'on appelle des nouveaux risques, qui pour moi sont pas vraiment nouveaux, mais les risques d'atteinte à l'environnement et aux enjeux sociaux. Et ceci sur toute la chaîne d'approvisionnement, donc on approche le cycle de vie, donc potentiellement de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie. Et de ces risques, de la typologie des risques, est-ce qu'on est plutôt face à des enjeux, des risques environnementaux ou sociaux ou éthiques? Et face à cette criticité des risques, l'idée c'est de se dire, moi en tant qu'acheteur, avec mes parties prenantes internes et externes, comment est-ce que je peux essayer de mettre sous contrôle ces risques? Et c'est là où ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'objectif, c'est de gérer avant tout des opportunités de business, des opportunités d'innovation, et ça en s'appuyant sur les fournisseurs, pour essayer de mettre sous contrôle les risques, ou en tout cas d'essayer de les réduire, puisque le risque, vous le savez, le risque zéro n'existe pas. Voilà, on comprend bien que entre acheter du calcin et acheter de l'intérim, on a derrière une typologie d'enjeux qui va être complètement différente et un niveau de criticité qui est complètement différent. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, en tant qu'acheteur, il est important aussi, au-delà du besoin, de bien comprendre l'origine et ce qu'on appelle les externalités négatives de son achat sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et pour ce, il y a beaucoup d'enjeux réglementaires depuis maintenant 5 ans, ce qui fait que vraiment la gestion du risque est maintenant au cœur des préoccupations des directions achats. Il y a entre autres la loi sur le devoir de vigilance qui demande à toute entreprise, alors en France de plus de 5000 personnes, la loi sur le devoir de vigilance qui, rappelez-vous, fait suite au drame du Rana Plaza qui a eu lieu en avril 2013 et qui a fait plus de 1000 morts et 2500 blessés. En fait, il s'agissait d'ateliers de confection qui se sont écroulés avec effectivement beaucoup de femmes et d'enfants qui sont décédés lors de ce drame. Et ce que demande la loi sur le devoir de vigilance, parce qu'à l'époque, on a retrouvé en fait des étiquettes dans les décombres, et que les étiquettes retrouvées de grands donneurs d'ordre ont à l'époque mis en avant le fait qu'ils ne savaient pas qu'ils faisaient travailler ces fournisseurs de rang 4 ou 5. Et du coup, la loi sur le devoir de vigilance demande aux entreprises d'identifier les impacts environnementaux et sociaux de leurs activités, bien sûr, de leurs filiales, mais également de leur chaîne d'approvisionnement. Puisque c'est pas parce qu'on externalise de la prestation, de l'achat de produits, qu'on externalise pour autant les risques. J'avais un professeur de mon master qui disait finalement la responsabilité de l'entreprise, elle s'arrête pas aux portes de l'entreprise, elle va bien sûr au-delà. Et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que l'acheteur, en choisissant tel ou tel fournisseur, il embarque la responsabilité de l'entreprise, d'où la nécessité de bien connaître, en fait, de bien maîtriser et d'avoir le plus possible, même si ce n'est pas évident, une vision de sa chaîne d'approvisionnement. C'est toute la problématique de la responsabilité en cascade. Et donc, cette loi sur le devoir de vigilance qui est sortie en avril 2017 a fait quand même beaucoup avancer les choses, et les choses vont encore beaucoup plus avancer puisque cette loi est en train d'être portée au niveau européen. Il y a un projet de loi qui a été voté le 24 février 2022 au niveau donc européen et qui devrait potentiellement concerner toutes les entreprises de plus de 500 personnes et 150 millions de chiffres d'affaires et 250 personnes et 40 millions de chiffres d'affaires, des secteurs jugés à risque qui pour l'instant n'ont pas été définis par la Commission européenne. Et moi je sens en fait que les choses sont vraiment en train de mûrir, de monter, que voilà, les acheteurs sont en train de monter en compétences, puisqu'on parle vraiment pour moi de la conduite du métier d'acheteur, et pas que d'ailleurs, tous les métiers sont en train d'être dans la conduite du changement. Et c'est vraiment non seulement une bonne nouvelle, mais c'est surtout que je trouve que ça rend les métiers beaucoup plus intéressants et ça donne du sens à son métier. Oui, je disais que je trouvais que les choses changeaient puisque j'ai la chance de donner des cours dans différentes écoles et que pas plus tard que la semaine dernière, voilà, j'étais à l'école de management de Grenoble et que les étudiants qui étaient devant moi, donc en master achat et qui faisaient leur alternance dans des belles entreprises, plus ou moins grosses, ont tous
effectivement, m'ont tous dit que c'était des sujets qui étaient embarqués par la direction achat, par leur tuteur. Et j'interviens depuis plus de 4 ans, et cette année, j'ai vraiment senti effectivement une envie, une prise de conscience de ces étudiants-là avec beaucoup de questions. Et voilà, je trouve que c'est... en tout cas, moi, j'étais ravie de pouvoir donner ces 2 jours de cours et de sentir que la mayonnaise avait vraiment pris et que ils allaient intégrer ces sujets-là dans leur mémoire ou leur thèse de fin d'année. Pour revenir sur le métier d'acheteur, donc je disais oui, définir son besoin, identifier ses risques, mais c'est aussi beaucoup plus arriver en amont. Donc il y a tout un travail d'anticipation, et on sait bien que tout acheteur, on est la tête dans le guidon, mais en fait, de connaître la maturité de son marché, ça nécessite de faire du sourcing avec ses parties prenantes internes, avec la R&D, commun d'accord. Pourquoi ? Parce que il est important de bien connaître son marché, de voir quel est le niveau de maturité en face des fournisseurs. C'est pas la peine de mettre des critères dans le cahier des charges en lien avec les enjeux RSE si en face les fournisseurs ne sont pas prêts. Mettre du critère pour mettre du critère, ça n'a aucun intérêt. Ce qui nécessite effectivement non seulement de connaître le niveau de maturité du marché, mais aussi de challenger les fournisseurs très en amont pour leur dire, aujourd'hui, je vous achète telle prestation, je vous achète tel produit. On sait qu'il y a cet impact-là, cette externalité négative et sur l'environnement, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, pollution, biodiversité, pression sur les ressources, on peut en citer comme ça nombreuses, ou des impacts sociaux, risque de travail d'enfants, par exemple, risque de travail forcé, discrimination, conditions de travail, bien sûr, et puis tout ce qui est lié à la santé, sécurité au travail. Du coup, face à ces enjeux-là, comment ensemble on peut essayer de faire face ? Est-ce que vous avez des idées, des solutions disruptives ? Et voilà, c'est important en fait de s'appuyer sur l'expertise de son fournisseur, de le challenger très en amont. Je me rappelle d'un client qui m'avait dit, en fait, moi, j'ai découvert la possibilité d'une solution innovante au moment de la soutenance. Et il me disait très clairement, oui, je me suis aperçue que c'était beaucoup trop tard, qu'il aurait fallu effectivement que je challenge mon fournisseur en amont pour réfléchir à mon besoin, pour réfléchir à mon cahier des charges. Donc voilà, il y a tout ce travail aussi de veille qui est important à faire, qui prend du temps, certes, mais qui rend, je pense, aussi le métier beaucoup plus passionnant. Moi, ce que j'aime dans mon métier d'accompagner les directions achats sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, j'apprends tous les jours et que c'est hyper challengeant d'apprendre au quotidien. Et puis, c'est le fait de travailler aussi ensemble. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et sur les sujets des achats responsables, l'approche, comme sur les sujets RSE, en fait, l'approche filière, elle est extrêmement importante. J'avais un autre prof de mon master qui me disait tout le temps, en RSE, faut pas forcément inventer, il faut aller regarder les bonnes pratiques à droite à gauche. Donc dans votre filière, dans d'autres filières, et puis en France bien sûr, mais à l'international, vous savez qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus matures sur certains sujets. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se pratique chez nos petits voisins européens, voir plus loin. Et puis le dernier levier qui est intéressant aussi pour les acheteurs, c'est d'essayer et ça c'est un gros changement, c'est de réfléchir d'un point de vue économique sur une approche en coût global. Donc ne pas réfléchir uniquement sur la négo pure du prix d'acquisition, mais essayer de réfléchir sur les coûts pour l'entreprise, de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, d'intégrer par exemple les coûts ou les bénéfices issus du recyclage d'un produit, ou les coûts liés à l'enfouissement des déchets. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que quand on a encore des objectifs de saving économique, c'est compliqué d'intégrer ces enjeux-là. En tout cas, moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui intègrent aussi, des directions achats qui intègrent la notion de saving carbone, et qui, à terme, va prendre certainement autant de poids, voire plus de poids que le saving uniquement financier. Et donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. De toute façon, les entreprises, se lancent tous dans des objectifs de réduction carbone, qui est indispensable.
qui, moi, me fait un peu peur parce que je pense qu'il faut avoir une démarche holistique, c'est-à-dire qu'il faut intégrer l'ensemble des enjeux, ce qui est en même temps pas facile, mais qui me semble important. Et le fait de faire un focus sur les émissions carbone me fait toujours un peu peur, du coup, qu'on passe à côté d'autres impacts négatifs comme des risques de pollution ou des risques sociaux. Mais en tout cas, beaucoup d'entreprises ont ces impacts de saving. Et c'est important, effectivement. Alors, on me pose souvent la question, quel est le poids que je dois donner à mes critères dans mon cahier des charges? En fait, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas un pourcentage particulier, ça dépend de ce que vous achetez. Si vous achetez du transport, bien sûr que vous allez donner, par exemple, un poids d'impact saving, carbone, pardon, beaucoup plus important que sur un autre critère. Donc, faire des achats responsables, finalement, c'est une question de bon sens. De se poser les bonnes questions, de réfléchir effectivement, essayer de réfléchir le plus possible en amont, et puis d'intégrer ces parties prenantes dans la démarche. Juste pour finir, il existe une norme qui est la norme ISO 20400, qui permet en fait, qui n'est pas une norme certifiable, mais qui permet à toute entreprise, voilà, de monter en compétence sur ce sujet-là, qui donne les bonnes recommandations. Puisque faire des achats responsables, ça ne concerne pas que la direction achat, ça concerne aussi la direction générale, l'ensemble des parties prenantes, comme je l'ai dit. Et ce que dit la norme, pour finir, c'est qu'en fait, travailler sur sa politique achat responsable, c'est juste être aligné à la politique, à la stratégie de l'entreprise, qu'il y ait une stratégie RSE ou pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment, effectivement, les leviers opérationnels achats sont là pour servir l'ambition RSE d'une entreprise. Voilà. Je voudrais conclure en fait avec une petite citation, 2 citations de Natacha Tréant, qui dit les objectifs du Green Deal européen, donc je vous le rappelle, c'est la neutralité carbone en 2050 ou moins 55% d'émissions carbone en 2030, vont devenir les grandes lignes directrices des entreprises et des directions achats européennes. Et donc, c'est une opportunité et non une contrainte. Et ça, voilà, j'aime effectivement avoir ce discours positif. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est réfléchir aux opportunités plutôt qu'aux risques. Et donc, c'est réfléchir avec ses fournisseurs aux opportunités de business, de solutions innovantes, etc. Et ce qu'elle dit aussi, que j'aime beaucoup, c'est que le coût de l'inaction sera très rapidement beaucoup plus important que le coût de l'action. Voilà. Merci. Nous espérons que l'épisode vous a plu. En attendant le prochain, retrouvez toutes les solutions vérifiées durables sur la marketplace Vetted.